Donc je suis Roman Potoki, je suis manager au sein du cabinet Wavestone. Ce soir, c'est pas moi qui vais monopoliser la parole, c'est nos trois intervenants. Juste pour l'anecdote, je suis aussi diplômé donc, de Centrale en 2011. Et donc ce soir, on a donc trois intervenants. Le premier, Andrés Siars, diplômé de Centrale en 2004, après un double diplôme franco-colombien. Il est aujourd'hui Executive Project Manager chez PSA pour la gamme de véhicules électriques. On a également Jean-Christophe Bonnard, Enedis, diplômé Polytechnique. Je ne citerai pas l'année, mais c'est une belle expérience. Et il est aujourd'hui directeur des activités Noël au sein de la direction du développement Enedis. Et enfin Pascal Toggenburger, qui est directeur de Park & Plug et qui est diplômé de l'EM Lyon et de l'ICI GELEG. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Andrés Siars, comme m'a dit Roman, je suis directeur de projet de la nouvelle plateforme pour les véhicules électriques des PSA. Donc je vais vous parler un petit peu du projet, de la plateforme qu'on est en train de concevoir, et puis des systèmes de recharge, qui est un peu le but de cette conférence. Mais avant de parler de la plateforme en tant que telle, je vais partager avec vous les trois tendances principales qui font aujourd'hui la stratégie du groupe PSA. La première tendance, c'est ce qu'on appelle une transition énergétique décidée et volontaire. C'est-à-dire qu'elle ne s'impose pas toute seule et d'elle-même. Il y a une décision volontaire qui est manifeste par différents éléments. Le premier, donc on l'a sur la droite, c'est les exigences en fait sur les émissions de CO2 de nos véhicules en termes de grammes de CO2 par kilomètre. Donc, les exigences réglementaires en 2015 en Europe ont imposé une moyenne des 130 grammes au kilomètre. En 2020, 95 et en 2025, 75. Donc autant dire que les 3 ou 5% d'amélioration qu'on arrive encore à faire sur nos moteurs à combustion ne vont pas permettre de suivre ces niveaux d'exigence en termes d'émissions de CO2. Donc ça impose un changement. Et la deuxième partie est liée aux politiques donc, gouvernementales. J'ai pris deux exemples, la Chine et l'Europe, où on a à peu près les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'on a des décisions qui vont faciliter l'utilisation du véhicule, donc soit des trafics privilégiés, des parkings privilégiés, c'est ce qui se fait en Chine, ou des zones à zéro émission qu'on commence à imposer en Europe dans certains pays. Et la deuxième partie, c'est les aides à l'achat ou à l'accès du véhicule. Et on retrouve également les mêmes types de solutions entre les aides fiscales à l'achat ou des incentives d'autres types qu'on retrouve en Europe comme en France pour l'achat du véhicule. La deuxième tendance est sur une évolution du marché. Donc en 2017, le véhicule électrique fait à peu près 1% du marché, que ce soit en Europe ou en Chine. Je ne vais pas arrêter sur les chiffres après la virgule. Il y a eu un vrai changement par rapport à des offres de véhicules électriques, si on revient 2-3 ans en arrière, qui étaient très centrés sur les petits segments de véhicules et qui vont se concentrer maintenant sur des segments beaucoup plus centrés au milieu de cœur des gammes et des véhicules polyvalents. Donc aujourd'hui, par rapport à ces 1% qu'on connaît en 2017, on voit qu'en 2025, on va être plutôt dans une enveloppe autour de 10% sur le véhicule électrique, et en Europe, et puis 5%, autour de 5% en Chine. Donc ça fait comme une progression très importante de la part du véhicule électrique sur le marché. Et la troisième tendance est également en fait une transition en termes de nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que la plupart de nos clients de véhicules électriques, c'est des personnes qui sont très impliquées dans la démarche, très engagées dans le processus du véhicule électrique, et donc, quelque part, prêt à faire des concessions. Et donc aujourd'hui, on trouve, dans la plupart des offres du marché, même si tous nos concurrents s'améliorent beaucoup, on trouve certains sacrifices à faire en termes de prestations d'un véhicule. Un véhicule à essence, depuis très longtemps, le standard du marché, c'est 5 places. Les véhicules électriques, il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont que 4 places, pour donner un exemple. Ou les volumes des coffrets disponibles, etc. Donc, il y a une transition pour amener vers la cible de 2020, où le véhicule électrique doit répondre à l'ensemble des attentes du marché en termes d'autonomie, en termes de sécurité, en termes de coût à l'usage, pour devenir un véhicule qui répond à toutes ces exigences qu'on est habitué. Le groupe PSA a donc créé une stratégie pour répondre à ce besoin, qui est une stratégie différente de celle de beaucoup de nos concurrents. Ce n'est pas de faire un véhicule électrique, comme beaucoup l'ont fait, c'est plutôt de faire une plateforme multi-énergie. Donc la plateforme dont on travaille, donc je m'occupe de la version électrique de cette plateforme, mais là l'idée est vraiment une plateforme qui est conçue dès le début pour fonctionner en essence, en diesel et en électrique. Les différences et les avantages sont multiples. La première, c'est ne pas avoir un véhicule à offrir dans notre gamme ou deux véhicules à offrir dans notre gamme qui soient électriques, c'est que l'ensemble de la gamme existera dans les trois énergies.
Et donc, chacun de nos clients aura la capacité de choisir si il veut que sa 208, sa DS3 ou sa C3 soit essence, diesel ou électrique. Les trois énergies seront disponibles sur la plateforme. Et ça amène également un avantage très fort, c'est que, comme on le voit, le véhicule électrique a une part de marché assez faible aujourd'hui, et ça restera à 5%, reste quand même plutôt faible à l'horizon 2025. Donc, on a des volumes de fabrication de l'ensemble des pièces qui restent faibles quand on fait un véhicule dédié. Dans ces cas-là, il y a beaucoup de pièces partagées entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques, et donc un effet des masses dans la production des véhicules qui va nous permettre d'avoir une offre assez compétitive en termes de coûts de fabrication, puisqu'on va également fabriquer la totalité de nos véhicules sur les mêmes lignes de fabrication, en même cadence, dans les mêmes flux. Ça veut dire que si le véhicule électrique fait 1% du marché, 5, 15, 30 ou 80% du marché, l'outil industriel a la flexibilité pour suivre cette transition au fur et à mesure qu'elle se réalise. Donc pour accompagner ces changements qui va durer dans les 5 ou 10 ou 15 ans qui viennent. Pour réaliser ces paris, il y avait un élément important à réaliser, c'était intégrer la batterie de manière invisible. Invisible dans le sens, pas de perte de place à l'intérieur. Donc on a une forme de batterie qui est très particulière, c'est la forme en termes de croix qu'on voit à l'image, qui a permis de conserver l'espace pour les pieds, etc. Donc la batterie est un peu cachée dans des zones, un peu perdue dans un véhicule conventionnel. Et également, donc, ramener le véhicule dans un standard de sécurité 5 étoiles en termes d'exigence Euro NCAP, d'intégrer la totalité de composants haute tension sous capot, et de positionner le véhicule par rapport à ces changements de marché dans un cœur de gamme avec des puissances polyvalentes autour de 110 à 120 chevaux. Donc ça nous amène aujourd'hui à un véhicule qui sera donc en mesure d'offrir 450 km d'autonomie à son lancement en 2019 pour le premier de la gamme, avec une batterie qui fera 50 kWh d'énergie embarquée et qui sera également équipée d'une pompe à chaleur à haute efficacité. Il faut savoir que en roulage urbain par temps froid, le chauffage représente environ 50% du besoin énergétique du véhicule électrique. Ça veut dire qu'on n'allume pas le chauffage, on allume le chauffage, on divise par de l'autonomie. Quand on a un système classique de chauffage dissipatif électrique. Une pompe à chaleur de haute efficacité permet de réduire de 75% le besoin énergétique du chauffage. Donc avec évidemment un impact sur l'autonomie qui est important. L'autre partie importante, c'est donc les solutions de recharge. Maintenant, on commence à attaquer le sujet important de la conférence. Donc, deux solutions principales que je vais détailler après. La première, c'est toute la recharge domestique qu'on appelle, avec un chargeur de nouvelle génération à 6,6 kW. Et également la compatibilité pour ce qu'on appelle les recharges rapides, ou ultra rapides, qui peuvent monter jusqu'à 100 kW. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même niveau de puissance entre les deux solutions. Bien, donc revenons sur le système de recharge. Je parlais de deux systèmes principaux, j'avais parlé de domestique tout à l'heure et de recharge rapide. Si on revient donc, du coup dans le mode plus conventionnel et de définition de système, il y a deux groupes, les recharges en courant alternatif, donc c'est le premier groupe, dans lesquels ce qu'il faut retenir c'est que le chargeur est embarqué dans le véhicule. Donc il y a un composant qui récupère du courant alternatif pour le transformer en courant continu et l'intégrer dans la batterie. Ce système est utilisé, que ce soit en installation domestique ou publique, et il y a deux modes de fonctionnement, donc le mode 2, qui est globalement le mode qui va permettre de se connecter à peu près partout, et le mode 3, qui est plus sécurisé, et qui va permettre d'accéder à des puissances de recharge plus importantes. Donc j'ai rassemblé dans un petit tableau quelques éléments, donc on voit qu'il y a beaucoup de variantes des connexions. Dans le mode 2, la première ligne, c'est ce qu'on appelle la prise, souvent entre nous la prise grand-mère, donc c'est la prise standard, où on peut utiliser maximum 8 ampères en continu, donc ça amène des puissances de recharge qui restaient faibles, 1,7 kW, en puissance efficace à la batterie. Ça veut dire que pendant la nuit, donc pendant 8 heures, on ne peut recharger que 13 kWh. Ça reste comme assez faible par rapport aux capacités de batterie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs jours pour charger une batterie comme celle qu'on imagine mettre sur le marché en 2019, avec ce type de recharge. Il y a une spécificité française, qui est la prise GreenUp qu'on appelle, qui permet de monter à 14 ampères. On reste toujours dans le mode 2, qui est sécurisé par le câble de recharge. Ensuite, dans le mode 3, la sécurité est assurée par une borne, donc qui sont appelées une wallbox, qui peut être installée également de manière domestique ou publique. Et on a, disons, deux variantes. Le système
monophasés et les systèmes triphasés. Et chacun de ces systèmes avec des niveaux de courant de 16 ou de 32 ampères. Donc ça nous amène à chaque fois sur des niveaux de puissance différents, je ne vais pas tout le lire, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que quand on se met dans le monde des véhicules électriques 2020, où on commence à avoir des niveaux de batterie qui sont des 50-60 kWh, on voit bien que ce n'est qu'à partir de la 4e ligne qu'on retrouve une capacité à recharger la totalité de batterie pendant la nuit. Et donc c'est les types d'installations qui seront nécessaires pour pouvoir garder en fait ces types d'usage facile du véhicule, garantir que si on arrive avec la batterie vide le soir, on peut repartir avec la batterie pleine le lendemain matin. Donc ça nous amène à une solution monophasée 32 ampères, c'est à partir de là que ça fonctionne, ou sinon les solutions triphasées, 16 ampères ou 32 ampères, donc qui ont une puissance de 11 à 22 kW. C'est important de retenir ces deux chiffres-là, on verra qu'il y a une petite nuance au changement entre les 11 et les 22 kW. Je ne vais pas m'attarder sur la partie recharge rapide, donc qui existe aussi, ce qu'on appelle le mode numéro 4. La particularité, c'est que le chargeur du véhicule n'intervient absolument pas dans le processus de recharge. Toute la régulation s'est faite par une borne qui est à l'extérieur du véhicule, et donc on vient injecter directement du courant continu à la batterie. Donc, sur le mode 2, l'utilisation du mode 2 en Europe, donc c'est le plus simple, c'est le câble qu'on sort du véhicule et qu'on branche dans la prise dans le mur. Côté véhicule, il y a eu une standardisation des prises, ce n'était pas le cas dans les années précédentes. On a donc une prise qui s'appelle CCST2 ou Combo 2, qui permet d'englober la connectique pour la partie courant alternatif, donc c'est la partie haute de la prise, et sur la partie courant continu, c'est la partie basse de la prise. Donc l'ensemble des véhicules, tous les fabricants de véhicules seront équipés de ce type de prise. Par contre, quand on va avoir à travers les pays ce qu'on retrouve dans les murs, on retrouve la même problématique qu'on connaît depuis toujours, que dans chaque pays, on a une prise murale différente. Et avec une difficulté de mettre des adaptateurs, donc c'est pas du tout conseillé, compte tenu des puissances qu'on va faire passer dans les câbles. Donc ça mène à une certaine difficulté et diversité dans la production et la gestion des câbles de recharge, parce que globalement, il en faut un par pays. Et ça amène aussi les difficultés qu'il y a le câble qu'on utilise dans un pays, quand on l'amène dans un autre, il ne va pas forcément fonctionner. Il va falloir prendre un qui soit adapté. Sur le mode 3, on retrouve une problématique un peu du même style. Mais cette fois-ci, elle est différente. Elle concerne la gestion du réseau électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît deux stratégies principales de gestion de l'équilibrage du réseau. Donc il y a un groupe de pays qu'on appelle le groupe A, dans lesquels on est principalement axé sur des systèmes monophasés, donc qui vont jusqu'à 32 ampères qu'on a vu dans le tableau précédent, et un groupe de pays, groupe B, dans lesquels on a principalement installé du réseau triphasé, y compris en domestique, mais qui ont du coup la problématique de devoir limiter, ou qui souhaitent limiter le niveau de courant qu'on peut utiliser sur une seule phase, jusqu'à 20 ampères, 16 dans certains pays. Donc, je ne vais pas faire toute la liste des pays, mais globalement on retrouve la France dans le groupe A, et on retrouve l'Allemagne dans le groupe B. Si on fait un comparatif de la répartition des parts de marché entre le groupe A et les groupes B, en fait on retrouve que c'est assez équilibré, on a 60% du marché sur le groupe A et 40% sur le groupe B, c'est-à-dire que globalement on est à peu près équilibré en termes de poids sur le marché sur ces deux groupes de pays. Et quand on fait une analyse sur le type de bornes qui sont installées, on se rend compte que la plupart des bornes publics qui sont installés en courant alternatif sur ces pays sont inférieurs à 15 kW, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au triphasé 16 ampères, 11 kW que je disais tout à l'heure, et la toute dernière ligne, elle ne concerne que finalement 3% des installations. Donc ça reste quand même assez faible aujourd'hui, selon le recensement qu'on a fait. Ça nous amène donc à un constat, une difficulté dans laquelle on est confronté. Je pense que tous les constructeurs automobiles sont confrontés à la même. Quand du coup on regarde la technologie qu'il faut intégrer dans notre chargeur embarqué. En gros, il y a deux topologies de chargeurs, du monophasé et du triphasé, et il y a également des limitations de courant à 16 ampères ou 32 ampères, donc le même que de l'autre côté, qui est côté réseau. Mais finalement, en fait, quand on croise ces informations-là, on va retrouver des choses intéressantes. C'est-à-dire que quelqu'un qui installe une wallbox de 3,7 kW au monophasé 16 ampères, quel que soit le chargeur qu'on utilise, en fait, il va retrouver la même capacité de recharge pendant la nuit. Mais ce type de solution-là, donc qui était assez pertinente par rapport aux véhicules qu'on avait sur le marché en 2014, 2015, même jusqu'à 2016, qui avait autour d'une vingtaine de kilowattheures d'énergie, ça fonctionnait.
en 2020, donc on va plutôt aller chercher les autres solutions. Et là, on arrive dans un truc assez intéressant, puisque le monophasé 32 ampères, qui fonctionne assez bien avec un chargeur monophasé 32 ampères, en fait, n'est pas disponible sur le groupe B déjà. Il n'y a que le groupe 1 des pays qui peut l'avoir. Et que si on équipe d'un chargeur triphasé un véhicule qui est branché sur ce pays, en fait, il n'aura pas accès à l'ensemble de la puissance, puisque ces chargeurs ne se tireraient que 16 ampères par phase. Donc avec une performance qui est bien en dessous de la puissance nominale du chargeur. Si on va donc du coup dans le groupe B, on a principalement des wallbox triphasés 16 ampères, 11 kW. On va retrouver la problématique contraire, c'est-à-dire que le chargeur triphasé, il est très bien adapté, il est même plus performant que le monophasé. Mais finalement, si on amène ce véhicule-là et on le connecte dans le réseau opposé, en fait, finalement, si on amène le chargeur opposé sous ce borne, il va également avoir une puissance qui est limitée. Et on va tous à chaque fois se retrouver sur les 26 kWh atteignables qu'on avait au départ. Sur la dernière ligne, donc ce qui représente 3% des installations publiques, on retrouve finalement un comportement, quel que soit les chargeurs, globalement, chacun des chargeurs fait sa puissance, quand on est dans le groupe A. Quand on va dans le groupe B, les limitations au courant par phase font que finalement, il apparaît également un autre point où la quantité d'énergie qu'on arrive à recharger pendant la nuit est un petit peu limitée. Donc ça nous amène aujourd'hui à une difficulté pour l'ensemble des constructeurs, dans lesquels seuls les chargeurs triphasés 32 ampères fonctionnent partout, en tirant la puissance maximale. Mais évidemment, un chargeur de 20 kW n'a pas le même coût qu'un chargeur de 6 kW ou un chargeur de 10 kW. Et donc ça nous amène aujourd'hui, dans le constat des solutions techniques qui sont aujourd'hui sur le marché, à un surcoût généralisé sur le véhicule pour gérer cette diversité, que ce soit par la diversité de composants qu'on monte, ou que ce soit par le surdimensionnement des composants pour réussir à couvrir l'ensemble des besoins. Donc ça fait partie, c'était la problématique principale que je voulais partager avec vous sur globalement la diversité et la différence de solutions techniques qui se présentent aujourd'hui en fonction des différents pays en Europe. Merci pour votre attention. Je vous propose qu'on continue. Bonjour à tous merci de nous accueillir ici et nous permettre à Enedis là d'expliquer un peu ce qu'on fait dans la mobilité électrique. En fait, pour nous, la mobilité électrique, ça représente à la fois une opportunité, un enjeu important et puis un défi. Parce que vu les volumes annoncés à l'horizon 2030 en termes de voitures électriques, enfin de véhicules électriques qui vont devoir se recharger, et voire 2040 lorsque on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques, on pourrait s'attendre à des problèmes sur le réseau. D'ailleurs, c'est la question principale que nous posent aujourd'hui tous les responsables au niveau du gouvernement. Est-ce que le réseau électrique tiendra? Voilà. Alors, mon exposé ne permettra pas de répondre complètement à la question, mais je vous montrerai déjà dans un premier temps la problématique, et puis ensuite par des exemples en termes de recharge, notamment résidentielle, et puis sur les grands projets, ce que nous faisons. Donc, alors, les enjeux pour Enedis. Donc, la mobilité électrique, déjà un petit rappel, où se situe Enedis. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais vous avez en fait, au niveau du réseau électrique, deux monopoles. Un monopole sur la très haute tension avec RTE, qui assure finalement la liaison entre les grandes centrales et le transit de l'électricité entre les grandes centrales et les postes sources. Et puis après, le réseau de distribution qui va depuis les postes sources jusqu'au client final. C'est-à-dire qu'il fait le transit de l'électricité en moyenne et basse tension. On a, nous, à peu près 1 400 000 km de lignes, à peu près, en gros, moitié moyenne tension, enfin moitié HTA, puisque moyenne tension HTA, moitié basse tension. RTE, c'est à peu près 100 000 km.
Hein, donc vous voyez le rapport. RTE alimente directement un certain nombre de gros industriels électro-intensifs et puis gère aussi toutes les lignes transfrontalières. Et Enedis, donc, qui assure le réseau de distribution, assure aussi le comptage de l'électricité pour permettre aux fournisseurs de facturer. Vous voyez donc en dessous figurer les activités en concurrence, hein, donc les producteurs d'électricité, puisque il n'y a plus de monopole d'électricité, les fournisseurs responsables d'équilibre, opérateurs de services, et puis bon, bien sûr les consommateurs qui sont au bout de la chaîne. Alors pour la mobilité électrique, pour nous, c'est un transfert d'énergie, hein, entre l'énergie, les hydrocarbures et l'électricité. Et en fait, c'est pas vraiment une problématique d'énergie en tant que telle, c'est plutôt une problématique de puissance. Alors, pourquoi c'est une problématique de puissance? Vous voyez ici que à partir du moment où la moyenne de roulage d'un véhicule aujourd'hui en France, enfin d'une voiture, est de 12 000 km, compte tenu des consommations aujourd'hui d'un véhicule électrique, en termes de kilowattheure, hein, on est à 0,19 kWh, beaucoup plus si le véhicule roule plus vite, mais enfin bon, c'est la consommation moyenne. Ça fait donc 2,3 MWh par an par véhicule. Hein, et donc à l'horizon 2035, puisque c'est l'horizon aujourd'hui qu'on prend comme référence pour l'instant dans le cadre de la loi de transition énergétique, donc avec 5 millions de véhicules, ça représenterait entre 8 et 25 TWh, d'où en gros entre 2 et 5% de la consommation annuelle d'électricité, ce qui est très modique, ce qui n'est pas du tout ce que aujourd'hui certains commentateurs de radio d'ailleurs annoncent. Hein. Je ne sais pas si vous avez écouté là, récemment sur plusieurs radios, d'annoncer par exemple qu'il fallait construire une centrale nucléaire déjà à l'horizon 2030 pour soutenir l'arrivée des véhicules électriques. Donc vous voyez que c'est pas un problème, enfin, les 2 à 5% on les absorbera sans aucune difficulté, puisque dans le même temps il y a une baisse de la consommation sur les autres usages, d'une part du fait de l'évolution de l'industrie en France, et puis également de la transition énergétique qui amène à faire des économies et à faire de l'isolation, et donc à réduire par exemple le chauffage électrique et un certain nombre d'usages. Alors, piloter la recharge, c'est ça évidemment pour nous la solution, puisque on est sur un problème de puissance électrique. Alors c'est une hypothèse complètement absurde parce qu'elle ne peut pas arriver, mais il y en a quand même qui l'expriment. Si tous les véhicules se rechargeaient en même temps, on devrait augmenter de 30% la puissance installée de production. Hein, c'est-à-dire on passerait, aujourd'hui la puissance installée est de l'ordre de 110 gigawatts en France. Hein, on aurait en gros une puissance, on devrait augmenter la puissance de donc 35 gigawatts. Donc c'est évidemment une hypothèse absurde, mais elle permet de voir justement tout l'intérêt qu'il y a à piloter la recharge. Alors on vous montrera à travers plusieurs exemples, et je pense que Pascal Toggenberger aussi le montrera dans les solutions qu'il déploie et les services, hein, que évidemment une solution, et c'est celle que nous Enedis, nous préconisons, hein, c'est le pilotage de la recharge, hein, c'est-à-dire justement ne pas recharger à n'importe quel moment et la moduler. Alors il y a plusieurs systèmes. Donc pour nous, il faut donc dans un premier temps optimiser l'implantation des bornes de recharge. Ça c'est ce qu'on fait sur les bornes publiques, hein, par rapport au réseau.
et puis dans un deuxième temps, utiliser des algorithmes pour le piloter intelligemment. Donc vous voyez ici un exemple de prise pilotée. C'est la prise Melekef, hein, qui est le standard aujourd'hui en courant alternatif. Voilà. Alors, le réseau ne voit pas les véhicules, mais voit les bornes. Donc, vous avez donc plusieurs problématiques qui apparaissent. Donc, la puissance à garantir au point de livraison, hein, c'est-à-dire la puissance de raccordement qui nous est demandée, et la puissance après de soutirage. Et en fait, le comportement de ces charges va modifier le comportement plus classique des autres charges et des cycles de production. Alors, quelques ordres de grandeur sur les bornes de recharge, juste pour vous montrer. En gros, on a quatre catégories de recharge en termes de puissance. Tout à l'heure, M. Yars en a parlé, hein, la recharge normale, dite normale, qui va de 3 à 7 kW, hein, qui est équivalent en gros à un chauffe-eau. La recharge accélérée, 22 kVA, 22 kW, parce que bon, en gros, le cosinus phi, on suppose qu'il est égal à 1, et donc qui est équivalent à 20 machines à laver. La charge rapide, qui est donc essentiellement sur les bornes accessibles au public, 43 kW en courant alternatif et puis 54 kW en courant continu. Donc c'est équivalent à 10 logements. Et on voit apparaître, alors notamment avec Tesla, je vous montrerai les quelques projets dans la suite de mon exposé. Donc la charge ultra rapide à 120 kVA. Et aujourd'hui, on parle, et nous on étudie déjà des recharges à 350 kVA. Donc dans le cas de 120 kVA, c'est équivalent à 20 logements. Et 350 kVA, évidemment, à peu près 60 logements. Ce qui est considérable, évidemment, qui peut poser à terme des problèmes. Alors, je vais passer tout de suite pour montrer l'exemple, le projet Bienvenue. Donc, Bienvenue, c'est un projet collaboratif qui a démarré il y a 18 mois avec 8 partenaires, hein, qui consistait à explorer des solutions de recharge de véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels collectifs. Sachant que d'après les estimations que l'on fait, on a la charge en résidentiel représentera à peu près 60% de la charge des véhicules en général. Hein, on aura 10% de recharge sur la voie publique, 30% en entreprise, tertiaire et entreprise, et puis 60% en résidentiel. Donc ce projet a démarré il y a 18 mois, et il partait d'un constat. Donc on aura 1 million de véhicules électriques hybrides rechargeables en 2030, et à peu près 60% de résidences principales avec des parkings. Et donc, Bienvenue, c'est quoi? C'était un service de prééquipement, hein, et d'équipement du parking, c'est-à-dire la pose d'un câble dans les parkings collectifs, hein, et puis le prééquipement de bornes de recharge, un service de recharge intelligente, hein, qui permet d'optimiser la charge avec des algorithmes, on y reviendra, et puis un service d'autopartage et de covoiturage. Donc ce projet était innovant à plusieurs titres, puisque il s'agissait de tester différentes solutions de raccordement avec un équipement modulaire, de mettre au point un algorithme de recharge intelligente, hein, qui permet justement de moduler la puissance et surtout l'ordre de recharge des véhicules, en prenant en compte des véhicules qui auraient des abonnements premium et puis les autres, et puis surtout proposer une réponse
au syndic pour l'application du droit à la prise qui est inscrit dans la loi et qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. Au niveau économique, l'expérimentation des nouvelles offres commerciales, il s'agissait d'expérimenter ces nouvelles offres, de voir si elles répondaient économiquement aux attentes des propriétaires ou des bailleurs, et puis tester des modèles économiques de l'autopartage et du covoiturage. Alors on avait également prévu dans ce projet d'identifier les freins, notamment liés par exemple aux assemblées générales de copropriété. Je pense que Pascal Todonner pourra vous en reparler puisque c'est lui qui s'y colle. Participer à l'accompagnement du changement et puis justement voir un peu quelles pourraient être les offres commerciales. Et enfin, bien sûr, au niveau environnemental, bon, je ne vais pas me plaisantir, c'est évidemment faciliter l'adoption de véhicules bas carbone. Alors, quels sont les partenaires de ce projet? Donc vous avez ici la colonne de gauche, ce sont les partenaires qui proposent les différentes briques des solutions. Donc Centrale Supélec, qui joue un rôle très important puisque c'est lui Centrale Supélec qui a conçu l'algorithme et qui en assure la mise en place dans les bornes. Et Trialogue, c'est une start-up qui s'occupe justement de l'intégration après au niveau du système de recharge. Et G2 Mobility, qui est aussi une grosse start-up maintenant, qui s'occupe de la gestion des grappes de bornes. Et puis le Nexans, qui est un fabricant de câbles et de bornes aussi maintenant, qui a mis au point un câble spécial, un câble bus pour justement le pré-câblage des parkings. Et au niveau du service proprement dit, donc Park & Plug, ici présent, là, qui fait l'offre de service aux immeubles, et puis Clem, qui est également une start-up, qui s'occupe du partage des points de charge et des véhicules, c'est-à-dire qui propose des solutions de peer-to-peer et de covoiturage. Et on s'est fait aider aussi avec Tetragora, qui fait justement l'aspect psychosociologique pour justement identifier les freins à toutes ces solutions. Et puis donc Enedis est le pilote du projet, sachant que Enedis ne vend rien puisque c'est un monopole, s'est occupé du raccordement bien sûr des grappes de bornes dans les immeubles. Alors les clients ce sont les gestionnaires d'immeubles et puis les utilisateurs de véhicules électriques. Donc les sites, on a recruté 10 sites, ils sont maintenant tous identifiés. Vous voyez que c'était un projet quand même qui est sur l'île de France, qui est basé, avec je crois il doit y avoir 7 sites sur Paris ou 6 sites sur Paris, et puis deux dans le 92 et un dans le 94, avec 7 bailleurs sociaux, bailleurs privés bailleurs sociaux, et puis 3 copropriétés. Voilà. Alors, le projet a encore à peu près 1 an et demi de vie. Les premiers sites sont complètement opérationnels aujourd'hui et on peut maintenant commencer à avoir un retour d'expérience. Et nous, on va à la fois justement essayer de faire un catalogue des différentes solutions et puis nous, par exemple, étudier les courbes de charge des véhicules puisque ça va être des tests en vraie grandeur. Alors, les parties prenantes, puisque outre les entreprises, les différentes startups qui sont dans ce projet, ce projet a été subventionné par l'ADEME et puis par la région Île-de-France, qui a porté la région Île-de-France subventionnant
l'infrastructure de charge, et puis l'ADEME, bon, les différentes entreprises en subvention ou en avance remboursable. Ce projet qui continue a déjà été primé à plusieurs reprises au niveau des Smart Awards, là, c'est European Smart Cities, et puis au niveau par le ministère de l'écologie pour les 100 projets pour le climat. Bon, et vous voyez, il a été aussi présenté d'ailleurs au président de la République en juillet 2016 à l'occasion du premier anniversaire de la loi de transition énergétique. Et puis il fait l'objet de multiples publications dans différentes revues, reportages, voilà. Donc il est important puisque c'est un des seuls justement qui rentre dans des solutions opérationnelles et commerciales pour la recharge en résidentiel. Alors voilà, juste pour finir sur Bienvenue. Donc une photo, vous avez la photo de bon les bornes, ce sont des bornes qui sont installées avec donc c'est des bornes Nexans ou G2 Mobility. Et puis là le système d'autopartage avec la boîte à clés et le système de réservation. Alors donc maintenant je vais aborder un autre exemple, ce sont les grands projets dont Enedis assure le raccordement ou les préétudes pour le raccordement. Alors déjà, nous avons un gros partenariat avec Tesla. Tesla a déjà a déjà installé 62 stations de recharge. En général, c'est des stations à 8 superchargeurs de 120 kVA. Donc vous voyez, ça fait 458 bornes déjà qui sont. Donc ce sont des chargeurs dont la puissance est inédite. Aujourd'hui, il n'y a que les voitures Tesla qui peuvent se recharger à ces puissances-là en courant continu. Et d'ailleurs, la France est le premier pays européen en termes de nombre de stations. Et vous voyez, c'est le troisième dans le monde après les États-Unis et la Chine. Et Tesla nous a déjà demandé d'augmenter le nombre de stations, puisqu'on étudie aujourd'hui une quinzaine de stations supplémentaires, et même de regarder pour certains sites de passer à 40 superchargeurs par site, puisqu'ils considèrent qu'ils ont une qualité de service à assurer pour leurs clients. Vous savez que quand un propriétaire de Tesla achète sa Tesla et l'électricité pour la recharger, et donc il ne faut pas que sur une station il y ait plus de 7 voitures quand il y a 8 chargeurs, qu'il y ait plus de 7 voitures qui se chargent, parce que pour eux ça dégraderait très vite la qualité de service. Voilà. Alors un deuxième groupement, un deuxième client très important dont vous avez peut-être entendu parler, c'est donc l'association de constructeurs automobiles allemands. Donc vous avez BMW, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche, et puis américain Ford, et auquel vient de se joindre d'ailleurs Shell pour un peu concurrencer Tesla, on va dire, sachant que là ça sera des bornes, ça sera des stations ouvertes à tous les véhicules. Et là, nous sommes alors pour l'instant, aucune n'est réalisée, mais vous voyez qu'ils ont un très gros programme, puisqu'ils vont ça va être un réseau évidemment qui va se déployer en Europe, sur les principaux, les 5 grands pays, Italie, Allemagne, Belgique, Hollande, et puis Norvège, avec des sites, une centaine de sites sur autoroute, et une puissance de charge par point de charge de 350 kW, ce qui nous mène avec des points de charge, environ 6 points de charge par station, à des puissances de l'ordre, compte tenu du foisonnement, de 1,5 MW. Autre grand acteur, c'est Total,
qui a des ambitions un petit peu plus modestes, et parce que sans doute ils vont peut-être un petit peu plus lentement, ils veulent assurer la rentabilité de leur projet. Hein, donc on est sur la base de 200 stations de charge installées en France pour mailler le territoire, donc sur les autoroutes et les routes nationales, 60% sur les autoroutes et 40% sur les routes nationales. Donc on est plutôt sur des puissances de l'ordre de 150 kW, hein, avec donc des puissances étagées, puisque là on aurait 4, 6 ou 8 points de charge, et possibilité dans le futur de passer à 350 kW lorsque les voitures existeront pour ce niveau de puissance. Alors pour l'instant on en est au stade des préétudes avec Total. Alors un projet aussi qui méritait d'être cité, c'est le projet E-Way, qui consiste à installer un corridor autoroutier sur l'autoroute A13 et la 131, donc entre Mantes-la-Jolie et Rouen, quoi, enfin la direction de Rouen. Donc en fait le projet consiste à alimenter directement en électricité les poids lourds avec différentes technologies possibles, c'est-à-dire soit une technologie par conduction, au sol par caténaire et pantographe, ou par induction. Alors je vous montre tout de suite voilà, ce que ça représente. Donc vous avez ici un camion avec un pantographe, hein, vous avez un autre camion avec donc un rail, c'est le rail type tramway, là il y a des tramways qui se chargent comme ça, sauf qu'il va évidemment beaucoup plus vite, et puis la charge inductive sans contact. Donc là nous sommes nous regardons les conditions de raccordement de ce type de projet, hein, avec donc 10 points de raccordement, vous voyez, en moyenne tension, avec 12 MW de puissance sur des segments là. L'idée c'est qu'on n'alimente que des tronçons de 10 km, avec après des intervalles de 10 km où les camions utilisent des batteries pour se propulser, enfin pour continuer à fonctionner. Alors, vous avez une autre vision, parce que en réalité ce type de projet existe déjà en Suède, hein, puisque c'est Siemens qui l'a développé. Vous voyez, il y a les deux technologies. Alors, dernier type de projets sur lesquels nous sommes très sollicités, c'est les bus électriques urbains. Donc la loi de transition énergétique imposait aux opérateurs de transport, et puis surtout aux collectivités organisatrices des transports, de renouveler leurs bus à 50% à partir de 2020 avec des bus à faible émission. Alors, bus à faible émission, ce sont des bus électriques ou des bus à hydrogène ou à gaz. Hein. Donc, vous voyez que 2020, c'est très, très, très bientôt, et donc 100% en 2025. Et aujourd'hui, nos prévisions, c'est que on aurait déjà, d'ores et déjà, 4000 bus électriques qui circuleront d'ici 2025 dans les grandes villes de France. Nous travaillons déjà sur une quinzaine de projets sur le territoire national. Certaines collectivités ont choisi leur constructeur de bus et leur système de charge. Par exemple, c'est connu maintenant, la ville de Bayonne, Amiens, Nantes, et puis la RATP aussi, qui a commencé par des petites séries.
Et donc nous travaillons sur le problème de raccordement de la charge. Alors pour les bus électriques, la charge peut se faire en dépôt. Un ordre de grandeur, la RATP, un dépôt de bus de la RATP, c'est 200 bus qui se rechargent à 50 kW. Donc vous voyez que la puissance de raccordement de ces centres bus, c'est environ 10 MW. Sur Paris, la RATP prévoit une vingtaine de centres bus de ce niveau-là. Vous voyez ce que ça peut représenter comme puissance à mettre à disposition. Alors donc sur ce genre de projet, nous accompagnons les opérateurs et les collectivités sur la qualité de l'électricité, puisque ces chargeurs ne sont pas sans perturber éventuellement la qualité de l'électricité par les phénomènes d'harmonique, d'autant qu'il y a aujourd'hui parmi les constructeurs de nombreuses entreprises chinoises dont on est obligé justement de vérifier un peu la qualité des matériels qu'ils fournissent. On travaille aussi avec ces opérateurs sur la recharge intelligente, alors soit en centre-bus, en terminus de ligne, et là ce sont des recharges beaucoup plus courtes, puisqu'on va recharger les bus pourront être rechargés pendant 5 à 6 minutes, et puis même ce qu'on appelle la recharge par biberonnage. Vous voyez, c'est un exemple là. Vous avez donc en fait, comme pour les camions tout à l'heure, une caténaire qui va se lever et qui va pendant 20 secondes se recharger, reprendre un petit peu d'énergie. Et là, on est sur des puissances de raccordement de 600 kW, puisqu'il faut essayer d'attraper un maximum d'énergie. Donc vous voyez les problèmes technologiques que ça peut poser pour les batteries qui en prennent un coup à chaque fois. Voilà, donc voilà un peu, c'est peut-être un panorama incomplet, mais j'ai voulu vous montrer ce qu'on faisait en résidentiel et puis ce qu'on faisait sur les très grosses puissances, sachant qu'entre les deux, il y a évidemment tout le panel de la recharge dans les bâtiments tertiaires et puis sur des recharges normales sur les stations ouvertes au public. Donc je suis prêt à répondre à des questions tout à l'heure si vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Donc je vais présenter moi Park & Plug parce que c'est un peu moins connu que PSA et Enedis. Donc Park & Plug c'est plus ou moins une start-up puisque j'ai créé Park & Plug en 2011 avec, on est aujourd'hui une petite équipe de 8 ingénieurs et encadré avec des universitaires pour développer des solutions de recharge intelligentes. Parce que quand on m'a demandé d'installer les premières bornes de recharge en 2011, j'ai pensé que à force d'installer des bornes, on aurait un problème énergétique à terme. Et voilà, j'étais peut-être un peu visionnaire parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment de recharge intelligente. Et on propose nos produits et services dans l'habitat collectif. Et je participe avec Jean-Christophe au projet Bienvenue. Et évidemment dans les bâtiments tertiaires, sièges sociaux, tout type de bâtiments où on demande aujourd'hui un certain nombre de bornes. Donc on est sur les installations à 80, 100 bornes, 7 kW. Et dans le collectif, c'est pareil, on installe assez fréquemment dans des bâtiments 40, 50 bornes. Donc il faut pouvoir gérer et manager toute la puissance nécessaire à la recharge des véhicules. Voilà. Alors il y aura peut-être un peu de redite par rapport à mes prédécesseurs, mais on va passer peut-être un peu vite, je pense que ça va vous arranger. Donc je ne savais pas trop quel était votre niveau de connaissance en matière de technologie de recharge et de point de charge, donc en fait j'ai fait quelque chose peut-être assez basique au départ, et je voudrais terminer un peu sur un focus recharge intelligente, parce que ça veut tout et rien dire, donc j'essaie dans quelques minutes essayer de vous dresser un tableau en fait des solutions qu'on propose aujourd'hui, pas que chez Park & Plug, mais globalement en Europe, autour de la recharge intelligente. Rapidement, donc une infrastructure de recharge, donc c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le gouvernement.
un ensemble de matériel, donc du PDL, du point de livraison, des câbles, des bornes et évidemment des armoires de protection qui protègent individuellement chaque borne. Donc une borne peut être composée d'un ou de plusieurs points de charge. Vous les avez, donc je vous ai mis les définitions, mais je vais passer assez vite. Et le législateur, donc avec la transposition d'une loi européenne, donc a déposé donc début janvier un décret où on introduit évidemment des notions de recharge intelligente sur le domaine public, mais aussi sur le domaine privé. Pour vous rappeler, donc ça Jean-Christophe en a parlé, donc les différents types de charges. Donc en fait, classiquement, on va retrouver plutôt des charges à courant alternatif avec les problèmes que ça comporte, c'est-à-dire à chaque fois qu'on met une borne, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est le chargeur de la voiture qui va coûter un peu plus cher. Et comme on vous l'a expliqué, en fonction en Europe de la nature des sources électriques disponibles, il va falloir trouver un chargeur un peu caméléon et que ça va coûter relativement plus cher que si on restait sur un marché franco-français. Sur la voirie, comme l'a dit Jean-Christophe, on va arriver à des puissances très rapidement à 350 kW, sachant que l'alternative s'arrête de manière générale à 63 ampères par phase, donc en 43 kW. On va passer sur de l'alternative, sur du courant continu. Alors, le courant continu, c'est du courant évidemment qui va être absorbé directement par la batterie. Il n'y a pas de redresseur entre les deux et on va pouvoir injecter évidemment plus de puissance. À la différence, évidemment, à précaution près qu'il faut quand même que la batterie elle tienne le coup et qu'elle ne chauffe pas ou qu'elle n'explose pas avec une puissance trop forte. Et c'est un peu la problématique aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on entend des constructeurs allemands qui disent bah oui, mettez des puissances à 350 kW. On attend de voir un peu les batteries et comment elles vont se comporter, la durée de vie de ces batteries. C'est pas gagné parce que, comme vous savez aujourd'hui, une batterie a un effet résistif et quand on la charge trop vite, il y a un effet mémoire qui s'induit et une perte évidemment de capacité à terme. Donc c'est un peu plus compliqué. Les modes de charge, donc le mode 2, bon, c'est la simple prise, la prise grand-mère, ça j'ai bien aimé. La prise grand-mère, la prise 2 pôles plus terre avec un petit boîtier sur le câble et un connecteur sur la voiture, donc limité à 8 ampères ou pour une green-up à 14 ampères. Après le mode 3, donc le mode 3 permet véritablement, dans un univers du courant alternatif, de faire du pilotage, parce que évidemment on amène une puissance de 3,7 à 22 kW, donc, on a également un câble bus qui relie la voiture à la borne, et c'est la borne qui va piloter, qui va donner la consigne en fait au chargeur de la voiture pour abaisser son seuil, parce qu'en fait quand on dit des bornes 7,4 kW ou 22 kW, finalement c'est une capacité maximale offerte par la borne, mais c'est toujours le chargeur de la voiture qui demande en fait et qui fait passer la puissance et l'intensité dans le réseau. Donc vous pouvez installer des bornes 7,4 kW et 22 kg, mais si vous avez une voiture avec un chargeur 3,7 kW, il passera toujours que 3,7 kW. C'est le petit bonhomme d'ampères voilà, dans le circuit, et vous n'aurez toujours que cette puissance. Et dans la charge intelligente, il faut bien le prendre en compte, parce que on ne fait pas juste la nomenclature des bornes qu'on a installées. Il faut véritablement regarder ce qu'il y a au bout, puisque c'est quand même la voiture qui va tirer l'énergie en fonction de la consigne ou pas qu'on va lui donner. Parce que malheureusement, il y a des voitures qui n'ont pas de consigne, donc qui n'ont pas de chargeur intelligent. Et là, on fait du on-off, et on essaie de gérer intelligemment la puissance collective avec du on-off, comme une prise à la maison. Vous avez un interrupteur, vous coupez, vous remettez, et vous avez la puissance en totalité ou rien. Les différents types de prises, vous les avez en dessous, donc la prise de la grand-mère à gauche, la type 1 que vous retrouvez, type 1, type 2 que vous retrouvez plutôt sur la voiture, la type 2S, alors j'abonde dans la discussion tout à l'heure, parce qu'on disait en Europe, on fait il y a une diversité de solutions, et finalement c'est un peu compliqué. Alors nous, évidemment, on en a une en France, c'est la 2S,
Elle existe aussi en Italie, mais la 2S avec shutter, en fait, c'est pour éviter d'avoir les contacts nus sur le socle de la borne. Et quand vous enlevez le connecteur, en fait, vous avez des petits obturateurs qui viennent masquer les contacts donc, dorés, en cuivre ou en or, en fonction de vos moyens. Et donc, voilà, la complication, c'est que, bon, moi j'achète des bornes maintenant en quantité un peu importante, et quand on achète et on se tourne vers l'Europe et des fabricants européens, ils nous disent, ah oui, la France, vous êtes avec des connecteurs 2S, donc il y a un supplément de prix, paf, on se fait rattraper par le prix, parce qu'en fait, on a une petite particularité, c'est le 2S. Le type 2, c'est le même, sauf que lui, il n'a pas de shutter, donc de protection sur le connecteur. Le type 3, vous pouvez encore l'apercevoir sur les bornes Autolib, donc c'était les balbutiements avant 2015. On avait donc décidé d'un connecteur qui aujourd'hui ne se fait plus et qui a basculé en 2015 en fait, sur le connecteur type 2S. Et évidemment, on en a parlé, donc le CHAdeMO qui nous vient d'Asie en fait, plutôt pour voilà, des constructeurs comme Nissan, et le Combo 2 qui lui fait les deux, donc alternatif et continu, voilà, et qui est à mon avis un connecteur qu'on va retrouver sur beaucoup de voitures parce qu'en fait voilà, il contente tout le monde. Je vous ai réindiqué, alors là de manière un peu plus précise, les puissances. Si vous êtes des ingénieurs et que vous avez fait un peu d'électricité, donc je pense que ça ne vous aura pas échappé, ça ne vous surprendra pas, vous savez ça certainement mieux que moi. La charge normale, donc jusqu'à 22 kg. 22 kg, ça correspond à 32 ampères triphasés. Le rapide alternatif en 63 ampères, vous savez, en France, on marche par pas, en fait. Hein. Les protections sont toutes normées, les industries, enfin les chaînes industrielles produisent des protections sur des standards. Donc, si on veut protéger une borne 7,4 kW à 32 ampères, on la protège avec une protection 40 ampères, évidemment, pour éviter que quand vous branchez la voiture, le disjoncteur saute. Donc, on calibre toujours un peu au-dessus. Et donc, ces références, en fait, sont des références de la C1500, c'est-à-dire de la norme électrique. Et l'alternative s'arrête aujourd'hui à 63 ampères, ce qui correspond à un 4x63 36 kVA pour des installations donc côté Enedis, et donc 43 kW. Donc Renault en a sorti un peu, les premières Zoé permettaient de se charger à 43 kW, mais ils ont un peu abandonné, et je pense qu'ils vont passer sur des charges au-delà de 43 kW avec des connecteurs CCS2, Combo 2, en courant continu, qui permettent là évidemment de passer de 50 kW à 350. Voilà. Donc deux univers un peu différents, enfin, c'est mon expertise. La voirie où on voit encore quelques prises en courant alternatif, mais je pense que de plus en plus on aura des chargeurs DC en courant continu. Parce que voilà, les puissances demandées évoluent, les véhicules embarquent de plus en plus de batteries, et les premiers véhicules qui avaient 22 kWh de batterie installée, comme la Zoé, aujourd'hui ont doublé leur capacité de stockage, et pour charger le véhicule dans le même temps, il faut doubler la puissance énergétique à délivrer au véhicule. Donc pour la voirie, évidemment, on ne veut pas trop attendre quand vous descendez à Marseille. Vous ne voulez pas attendre 20 ou 30 minutes à chaque fois au bout de 200 km. Vous dites, j'avais une voiture à moteur thermique, ça m'enquiquine de m'arrêter toutes les 2 heures. Et évidemment, les technologies, les constructeurs vont tendre à essayer de réduire les délais de charge et à augmenter les autonomies, donc la capacité de franchissement des véhicules. On progresse assez vite parce que moi, quand j'ai démarré en 2013, on m'a dit, bon, les batteries, ça n'évoluera pas, on va stagner pendant des années à peu près à ces puissances et ces capacités batterie. Et finalement, en l'espace de 2-3 ans, on a déjà doublé les capacités. Alors c'est vrai que tout ça vient aussi de la recherche
et des composants. Vous connaissez le graphène, donc le graphène est aussi maintenant incorporé, se substitue au carbone dans les composants de batterie, et donc le graphène chauffe moins, permet d'aller plus rapidement dans la recharge, et en même temps la taille et le poids des batteries diminuent, donc on peut en mettre de plus en plus sans occuper complètement le coffre de la voiture. Dans la partie bâtiment, donc la transposition européenne imposée aujourd'hui dans les bâtiments neufs, 7,4 kW pour le résidentiel et 22 kW pour les bâtiments tertiaires. Alors ça paraît beaucoup, 22 kW, mais en fait cette notion c'est à un instant donné en fait qu'on doit pouvoir délivrer soit 7,4 soit 22 kW. Et c'est tout l'intérêt de la recharge intelligente, c'est de ne pas saturer le réseau et de penser qu'on va charger le véhicule à 22 kW toute la nuit, puisqu'en fait, même si les capacités de stockage énergétique des véhicules augmentent, vous ne roulez toujours que 40 à 60 km par jour, et donc vous consommez toujours la même quantité d'énergie pour vous déplacer de votre domicile à votre travail. Le confort du roulage et de ne pas recharger tous les 100 km, c'est certainement quand vous partez en vacances ou vous vous déplacez de manière professionnelle, mais globalement, pour les véhicules urbains, en fait, on consomme toujours à peu près la même chose, 10 à 15 ou 20 kWh d'énergie par jour, et donc pourquoi avoir une débauche de kilowatts et de puissance alors que vous finalement vous n'en avez pas forcément besoin. Bon, c'est ce qu'on d'ailleurs on teste avec Bienvenue, on va proposer à nos clients non pas de charger le véhicule à 100%, alors c'est peut-être un peu frustrant, vous dites moi j'ai un téléphone portable, quand je le charge je veux pas que le débrancher à moitié quand il est à moitié plein, mais on va quand même essayer de tester aussi le recouvrement de kilomètres, parce qu'on pense que ça peut être une solution à l'avenir pour éviter évidemment de charger tout le monde à 100% le matin. Je vais assez vite. Voilà. En voirie, alors un petit focus sur les services. Qu'est-ce qu'on propose autour de la recharge du véhicule? Donc en voirie, évidemment, de la supervision. On supervise les bornes en fait ou les stations de charge avec des moyens DSL ou 3G. Un paiement, puisqu'à un moment donné, il faut quand même parler de paiement, donc le paiement via des opérateurs de mobilité. Donc j'ai fait, vous avez en bas en fait une petite explication de ce que fait JREV, qui est une société française et qui propose en fait de mettre en relation les propriétaires de parcs de bornes et les propriétaires finalement de moyens de paiement, qui sont des sociétés qui vont délivrer des cartes de crédit en fait, et qui vont permettre avec un crédit en prépaiement ou a posteriori, et qui va permettre de faire une plateforme d'échange entre ces propriétaires de bornes et ces utilisateurs, des moyens de paiement monétique qui vont être donnés en fait à l'achat du véhicule, et qui est plutôt pratique en fait, puisque avec une seule carte vous pourrez finalement vous charger sur n'importe quelle borne, si tant est que le service soit ouvert côté propriétaire de la borne. On voit aussi apparaître évidemment des bornes où on s'affranchit de cette plateforme d'interopérabilité. En fait, c'est les simples paiements, en fait, comme vous le faites à la caisse, Apple Pay, Stripe, du paiement sans contact, qui était encore une technologie assez chère, parce qu'en fait, mettre un système ingénico sur place dans une borne qui est perdue au milieu de nulle part, ça coûtait relativement cher, mais on voit quand même apparaître aujourd'hui ces moyens de paiement, et qui sont des paiements directs. En fait, vous mettez votre smartphone avec un moyen de paiement, la borne vous l'accepte, et en fin de charge, vous recevez la facture dématérialisée de votre charge. On fait de la gestion intelligente aussi sur des plateformes des stations de charge. En fait, c'est assez simple, hein, quand vous avez, comme a dit Jean-Christophe, 10 ou 15 chargeurs, enfin bornes avec une puissance de 50 kW, et que le tuyau d'amener, donc le câble énergétique, n'est pas dimensionné à la puissance max cumulée de tous ces chargeurs, on va prioriser en fait. Évidemment, toutes les bornes ne sont pas forcément occupées, et en plus, on va pouvoir moduler la puissance en fait des chargeurs en fonction de l'occupation. Donc, c'est ce qu'on appelle communément, le plus simple, c'est le load balancing.
vous avez un câble 22 kW d'une capacité de puissance ou d'un PDL à 22 kW, 2 points de charge à 22 kg. Quand vous n'avez qu'un véhicule sur un des connecteurs, vous délivrez 22 kW. Quand vous avez deux véhicules, vous faites une charge à 2 fois 11 kW et le tour est joué. Pour les bâtiments, on fait la même chose, donc supervision, paiement par prélèvement. C'est plutôt le prélèvement parce qu'en fait là on a une récurrence sur les usages. Et gestion intelligente de la charge, donc en prenant en compte les signaux du distributeur. Une petite particularité dans Bienvenue et ce qu'on développe également, donc c'est sur la partie infrastructure. Donc aujourd'hui la norme dit une protection et un circuit donc différencié par point de charge. Donc ce qui conduit finalement à une distribution classique. Vous avez une armoire électrique, autant de protection électrique que de points de charge à protéger et des câbles qui partent dans tous les sens en étoile pour alimenter les bornes. Avec Nexans en fait, et dans ce que Jean-Christophe a rapidement expliqué, donc on a un câble énergétique donc, qui est en 5 x 50 ou 5 x 105 jusqu'à 5 x 150 carrés en aluminium, donc qui permet là d'alimenter en fait en série, on va l'appeler un peu comme ça en fait, des chapelets de bornes de 15-20 bornes en fait avec un seul départ. Vous avez un gros départ au tableau électrique ou sur le PDL et après vous agrégez en fait des bornes par simple percement en fait de ce câble et une alimentation dérivée avec sa protection au plus près du câble. Ce qui est assez pratique parce que ça apporte beaucoup de flexibilité. Une possibilité au client final d'avoir une solution soit monophasée soit triphasée, puisqu'en fait on délivre le triphasé sur tout le parcours du câble, et une simplicité de câblage par rapport à un système en étoile. Voilà. Nous on a développé pour diviser les temps de pause cette plateforme. En fait vous avez un tracteur électrique, évidemment électrique, il n'est pas thermique. Il permet de mouvoir la plateforme en fait et un opérateur prend la place du tracteur électrique quand on l'utilise, et un touret de câble en fait qui fait 5 ou 600 kg avec un bras qui permet en fait d'apporter, de placer, positionner le câble sur le plafond et de fixer directement ce câble au plafond, ce qui nous fait à peu près gagner moitié sur le temps de pause, ce qui est une prouesse, parce que voilà, on espère développer cette technologie dans beaucoup de résidences ou de bâtiments tertiaires. Je vous interromps juste une oui. minute. On se donne encore 3 minutes peut-être, oui. C'est du temps pour les questions-réponses. Bien sûr, ouais. Parce que je suis bavard, donc vous êtes peut-être bien de m'arrêter. Le dimensionnement, c'est peut-être la partie la plus intéressante. Comment dimensionner finalement tous ces besoins en fait à partir d'un PDL et dimensionner l'infrastructure. On a un peu planché avec Enedis parce que en fait le législateur a dit voilà, vous allez installer des bornes 22 kW en tertiaire et des bornes 7.4 en résidentiel, mais finalement le réseau on n'allait pas dimensionner à sa puissance maximum les réseaux d'infrastructure et les PDL. Donc en fait il y a un foisonnement, puisque vous l'avez bien compris, en fait tout le monde ne se charge pas en même temps, tout le monde ne rentre pas à la même heure, tout le monde ne repart pas également à la même heure. Et vous avez, et naturellement, quand vous installez un parc de 10 bornes, en fait, vous n'avez pas tout de suite 10 usagers, ça serait bien, mais vous n'avez pas forcément 10 voitures donc, qui vont se recharger au quotidien. Et donc le foisonnement naturel, en fait, va nous permettre, en fait, de diminuer, et je passe... voilà, de diminuer en fait d'environ moitié la puissance en fait à prévoir au PDL et au point de livraison et sur l'infrastructure en fait jusqu'à la borne. On a aussi évidemment un deuxième levier qui est la charge intelligente. Donc je le vite 3 minutes. Charge intelligente, c'est quoi? C'est dire des voitures arrivent, on prend en compte les besoins de charge et on ne charge pas forcément tout de suite. On va charger sur une période qui peut être une période de nuit. Et on va écrêter évidemment tous les pics qui pourraient survenir en fait avec l'utilisation simultanée de différents bornes de charge. Donc le coefficient de foisonnement, j'en ai parlé, donc de 0,4, c'est ce qui a été finalement décidé en France pour le dimensionnement des installations électriques. Pour la charge intelligente, donc aujourd'hui en Europe, différentes solutions existent. Donc simplement d'abord
ce qu'on appelle de Dynamic Load Management, le pilotage dynamique de la charge. Donc, ce qui va faire quoi en fonction de la mesure de l'énergie, de la puissance disponible en fait au nœud de la grappe, c'est-à-dire en tête de PDL ou de l'installation du départ IRVE, lisser en fait, diminuer en fait avec une commande qu'on va donner au véhicule pour diminuer finalement globalement l'ensemble des chargeurs pour coller toujours en fait à la puissance disponible sur le réseau. Donc ça, ce sont des notions de lissage, donc, et évidemment du pilotage en fonction des signaux GRD. Si on est en tarif de nuit, ben, on va démarrer les charges à partir de 23h et pas avant. Voilà, donc Dynamic Load Management, j'ai parlé, et évidemment bienvenue, où là on priorise les charges en fonction des contrats de service, puisque là on teste des contrats de service à 8 kWh en 4 heures ou 18 kWh en 10 heures. Donc en fonction des contrats qu'on signe avec les clients, on leur garantit une qualité de service. La puissance électrique, finalement, c'est qu'un intermédiaire. C'est toujours, finalement, un volume, un réservoir d'énergie que vous devez transmettre au véhicule. Et c'est la bonne, voilà, c'est toujours la bonne vision qu'on doit avoir de cette chose, parce que, évidemment, il faut s'affranchir du problème de la puissance, mais globalement, le véhicule a toujours besoin de la même énergie, et c'est pas le pilotage intelligent qui va faire diminuer l'énergie dont vous avez besoin pour rouler. Le pilotage intelligent va finalement écrêter la puissance, donc c'est vraiment une notion de puissance, mais l'énergie reste toujours la même, et vous avez toujours besoin du même volume énergétique. Voilà, donc les contraintes de charge, donc pour nous en fait c'est d'abord évidemment les temps d'arrivée dans le parking, puisque quand une personne n'arrive pas, bah, c'est une personne de moins chargée. Évidemment les temps de charge, parce qu'en fait comme je vous disais on peut mesurer les puissances de charge, on peut mesurer en fait directement la puissance du chargeur de la voiture et donc en déduire la puissance globale qu'il faut utiliser pour l'ensemble des voitures connectées sur la même grappe. Et évidemment les départs en fait des véhicules, si les gens veulent partir à 4h du matin ou 8h, c'est très différent. Et vous voyez sur le petit graphique en fait l'empilement qu'on peut avoir. Voilà, vous pouvez imaginer en fait que tout ça se cumule, et en fait notre idée c'est évidemment de décréter au maximum en fait les puissances des chargeurs pour diminuer cet impact de puissance sur le réseau. Voilà, donc le management, donc on le fait de manière dynamique. On prend évidemment en compte des demandes des clients. Il peut y avoir, surtout en tertiaire, des clients à traiter mieux que les autres, donc des clients VIP, donc on prend aussi une priorisation en fonction de cette notification. Évidemment assurer une qualité de service et une optimisation en fin de charge. Donc nous, on a pris quand même l'hypothèse de charger tout le monde à 100% le matin. Voilà, donc pour vous résumer, donc des clients d'un côté avec des temps de parking, des demandes de charge, des chargeurs avec soit des chargeurs qui font on-off, ils existent comme des prises green-up en fait, où là on ne peut pas changer la puissance de charge, ou des chargeurs à puissance variable, et des parkings où là en fait on va avoir soit une puissance en résidentiel, une puissance plutôt constante en fait, et on va considérer que cette puissance est toujours constante et disponible pour recharger une grappe de véhicule, ou dans une entreprise en fait une variation de puissance qu'on va mesurer en fonction de l'utilisation et du réseau interne de l'entreprise. Si vous avez beaucoup d'ordinateurs, bah, écoutez, il faut plutôt faire passer en priorité les ordinateurs et les charges de véhicules un peu plus tard. Voilà. Je propose qu'on s'arrête. Il nous reste une demi-heure pour les questions. Ok. Bon, écoutez, vous n'avez pas la fin, mais bon, c'est pas grave. Elle sera vous pouvez en parler à partir de 9h. Ok, très bien. Merci à vous. Et puis, à votre disposition pour en parler juste après. Oui, bonjour à tous. Bruno Lajoie, donc centralien 2010. J'ai créé une startup qui s'appelle Electricity Map. Et j'ai une question qui concerne un peu les demandes des utilisateurs. Vous avez évoqué à la fin que les utilisateurs, peut-être VIP, pouvaient être chargés en premier. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des nouvelles d'une norme qui s'appelle ISO 15118, qui en fait donnerait la possibilité au consommateur qui choisit de se charger, s'il veut optimiser sa charge en termes de temps, en termes d'argent que ça lui coûte, ou en termes d'émissions de CO2 ou de renouvelables mis dans sa batterie. Voilà, merci. Alors,
La 1518, je dirais que c'est un peu le serpent de mer, parce qu'en fait, effectivement, cette norme existe, mais aujourd'hui, aucun composant, aucun fabricant ne propose à la commercialisation cette technologie. Je pense que les Allemands vont peut-être faire quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, on constate bien que dans les parkings, on installe des bornes, elles sont hétérogènes. On a une multiplicité de constructeurs automobiles avec finalement une normalisation de prise de standards un peu différents. Hein. Nous, on regrette que le niveau de socle, le state of charge de la batterie, soit pas disponible à la prise, parce qu'en fait, ça nous aiderait beaucoup dans les calculs. Donc, on est obligé de faire donc, on a un système de gestion prédictive qui permet de connaître par statistique en fait quel est l'usage et on en déduit voilà, le niveau de décharge. Donc, vous voyez, il y a un peu une pauvreté au démarrage au niveau de la normalisation. Donc, le bus entre la voiture et la borne, donc c'est un signal modulé tout bête. Et on est bien parti pour en installer beaucoup. La 1518, alors effectivement, c'est plutôt bien sur le papier, mais je ne sais pas quand elle verra le jour. Et il y en a 20 000 installés justement en France, des bornes ouvertes au public qui sont justement pas équipées, donc c'est un vrai problème s'il fallait les rétrofiter. Merci. Oui, bonsoir. Une question sur les longs parcours. La prochaine génération de voitures là, qui sort incessamment sous peu va permettre de faire des grands parcours. Dans vos exposés, on a vu que la possibilité de recharge rapide avec des acteurs automobiles ou pétroliers qui reproduisent sans grande imagination le modèle pétrolier. Mais il y a une autre possibilité qui existe, c'est la recharge à destination, où on arrive, et là les acteurs sont les hôtels, les résidences de vacances, où on arrive à son hôtel, on se recharge en temps masqué, ça va encore plus vite que la recharge électrique, et on peut se recharger en charge lente, ce qui est beaucoup moins, ce qui suscite beaucoup moins le réseau. Or, on ne voit rien venir du côté de ces acteurs, à part Tesla qui lance aussi la recharge à destination, donc encore un constructeur d'automobile. Donc que font les acteurs qui sont les grandes chaînes d'hôtels, les grandes chaînes de restaurants, les centres commerciaux, dont on n'a vu absolument personne, sachant qu'ils ont du business à faire et ils ont un business model qui peut leur faire une source supplémentaire de revenus. Moi, personnellement, j'aimerais bien passer à la voiture électrique. Je ne fais que des grands parcours, j'ai une hybride, mais même si les voitures vont permettre de le faire, pour l'instant, moi, je ne veux pas aller faire la queue aux bornes de recharge rapide, alors qu'aux États-Unis, on commence à avoir des bouchons et des gens qui en viennent aux mains. Donc est-ce qu'il ne faut pas essayer de penser un système alternatif et comment faire bouger ces acteurs dont on n'a pas entendu parler? Si je comprends bien, il y a peut-être deux parties dans votre question. La première sur l'autonomie, c'est être capable d'aller jusqu'à destination. Peut-être une question plutôt... Et la deux, voilà. Aujourd'hui, l'autonomie ne le permet pas toujours. Et ensuite, peut-être M. Bonnard, sur les 30% je crois de prise dans le secteur tertiaire, c'est ça? Non mais la recharge à destination, j'en ai pas parlé. C'est vrai que Tesla, on a installé, on fait installer, parce qu'en fait, il a un système assez astucieux où il envoie gratuitement les bornes et à charge pour les hôtels ou justement les lieux de destination de ses clients pour les installer, les exploiter, fournir l'électricité. Donc il y en a à peu près, ils en ont installé 5 à 600, ça va très très vite. Et donc le principe, c'est effectivement les gens qui passent la nuit dans l'hôtel vont se recharger sur ces bornes, c'est des bornes lentes, enfin des bornes à 11 kg je crois, ou voilà, bon, mais ça permet pas ça satisfait pas tous les besoins, parce que tout le monde, quand vous vous déplacez, vous n'arrêtez pas forcément dans un hôtel. Si vous avez besoin de vous recharger, je sais pas, si vous faites 600 km, de toute manière, vous serez obligé de vous arrêter au moins une fois pour vous recharger. Et là, vous n'allez pas forcément vouloir attendre 1 heure je sais pas, 2 heures pour reprendre. Si vous avez une borne rapide seulement à 50 kW, donc vous n'aurez pas vous ne pourrez pas faire encore les 300 km pour arriver à votre destination si vous arrivez chez vous. Donc c'est une des solutions qu'a trouvé Tesla, mais elle ne permet pas de résoudre tous les problèmes.
On peut peut-être apporter un complément important en fait. La consommation d'énergie au kilomètre d'un véhicule est dépendante de beaucoup de choses, mais il y en a une qui compte le plus, c'est la vitesse. Donc sur un parcours urbain, on peut faire fonctionner un véhicule à 8 kWh au 100 km, quand ça se passe bien. Quand on veut monter à des vitesses autoroutières, on peut très bien aller chercher des vitesses plutôt aux alentours de 25 ou 30. Des consommations, 25 ou 30 kWh au km. Donc en fait, on peut avoir un facteur qui peut faire 3 ou 4 au kilomètre. Donc la problématique, elle est double. C'est-à-dire que finalement, le réseau autoroutier va demander des parcours plus longs et avec des consommations bien plus élevées au kilomètre. Donc la problématique de la borne rapide prend tout son sens. Puisque finalement, l'autonomie du véhicule va être réduite. Sur autoroute, c'est là où on en a besoin le plus. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Et puis la deuxième, effectivement, je pense qu'on a répondu, la recharge à destination, ça serait pas mal pour finir le trajet. Puis c'est bien que le rendement peut se partir. Mais pour faire un Paris-Lyon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont capables de faire un Paris-Lyon sur autoroute. En tout cas, pas à 130 km/h. Bonsoir. Moi, d'abord, je vous remercie de vos exposés, très intéressants. Ma question porte sur la problématique du prix de la recharge pour le consommateur, la transparence par rapport finalement aux différentes bornes où il va aller recharger son véhicule, et puis peut-être dans la chaîne de valeur, qui prend en charge cette partie d'achat, de revente de l'énergie. Voilà, et puis évidemment, plus la station de charge est coûteuse, plus l'amortissement va être élevé, et donc plus le ticket pour se recharger va être important. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'interopérabilité, c'est pareil. Donc il y a des acteurs alternatifs intermédiaires qui ne vivent pas, voilà, vivent quand même d'un service, et donc le consommateur va payer sur sa recharge en fait finalement le cumul de l'ensemble de ces services. La charge la moins élevée, évidemment, c'est à domicile, puisque en fait, là, on est presque raccord avec les coûts du fournisseur. On est sur un 15 centimes du kilowattheure, et donc vous faites une charge pour 1 euro, 1,50 €, ouais, ou 3 euros, ouais, voilà, ça augmente. Mais bon, en heure creuse, sur un tarif jaune, on est plutôt sur 1,50 € parce qu'on est quand même un peu moins cher. Mais voilà, en revanche, la part service, quand vous êtes sur autoroute, ouais, vous allez payer 4, 5, 6, 7 euros en fait, la recharge. Alors c'est vrai que c'est un frein, mais les 5, 6, 7 euros, je crois qu'en fait c'est encore un prix très bas par rapport au coût global en fait, qui a été mis sur la table pour construire la station. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que l'État aide la création de ces stations. Quand vous allez dans les communes, 50% de l'installation d'une borne publique est pris en charge par l'ADEME, enfin, a été prise en charge par l'ADEME. C'est au début. Ça ne durera pas, ouais, voilà. Donc après, bah, écoutez, c'est à vous. C'est la transparence. Il y a pas, alors, normalement, enfin, la DDCCRF... Sur l'autoroute, je ne sais pas, et je m'arrête à un point de recharge, je ne sais pas combien je vais payer. Non. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non, alors on voit si effectivement sur les opérateurs mettent la disponibilité des points de charge sur autoroute ou dans les communes, mais on ne met pas encore le prix. Alors la direction de la concurrence et des fraudes donne quand même son avis, et peut-être qu'on va arriver à une solution un peu plus visible en termes de tarifs, pour que le consommateur puisse faire son choix. Parce qu'au départ, on a considéré qu'elle n'était pas chère, la charge. Et c'est vrai que par rapport à un plein de gasoil ou d'essence, la charge électrique, elle est quand même bien en dessous. Et c'est vrai que l'idée était de dire, bon, bah, finalement, comme ça coûte pas cher, on n'en tient pas compte. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs veulent connaître le prix de la charge. Moi, mes clients en résidentiel collectif, par exemple, me demandent à 98% de la recharge de nuit, parce qu'il y a 30% d'écart, même sur un petit ticket de taxation quotidien, il y a 30% d'écart entre le tarif de jour et le tarif de nuit. Donc en fait, il y a quand même une volonté, quand vous achetez un véhicule électrique, c'est pour faire des économies. Il y a un confort pour rouler, le véhicule ne fait pas de bruit, avec évidemment la problématique de l'autonomie, voilà, qu'on ne connaît pas avec les moteurs à moteur thermique, mais là quand même la motivation, c'est l'écologie, je dirais qu'elle vient en deuxième ou en troisième. Moi, les clients que j'aborde,
Ils sont plutôt à dire, nous on achète un véhicule électrique, on a fait notre calcul annuel, on fait notre trajet domicile-travail. En fait, ce sont des gens qui, d'une manière générale, étudient bien la question avant de se lancer dans l'électrique, et on regarde bien le prix quand même de l'énergie en fait, hein, avant d'acheter. Ça pose également même une question, parce qu'on parlait en fait de la tarification en kilowattheure, donc comme sur un de l'énergie, et en fait, il y a une autre problématique qui apparaît notamment quand la vitesse de recharge est lente, c'est qu'on ne paye pas que l'énergie, on paye aussi la place des parkings. Et donc en fait, la question de est-ce que je paye au kilowattheure ou est-ce que je paye à l'heure se pose. Et dans chacun des besoins, en fait, on n'arrive pas au même besoin de tarification et à la même distribution de coûts. Donc, là, on pourrait poser la problématique de la transparence plus loin. L'essence, on l'achète au litre, on devrait l'acheter au kilo. D'ailleurs, c'est le cas effectivement de les bornes à Paris, les bornes Bélib. Je ne sais pas si tu as regardé là, mais la deuxième heure, je crois qu'elle est à 10 euros. Hein, donc là, on paye le stationnement justement. Alors pour la transparence, il y a un arrêté qui est un projet d'arrêté qui est donc initié par la DGCCRF pour justement obliger les gestionnaires, les opérateurs de bornes, d'infrastructures publiques, d'afficher le prix. Alors c'est un arrêté ça fait déjà 1 an qui circule parce qu'il est très compliqué à mettre en place puisque il faudrait, un peu comme pour les pompes à essence, hein, avoir un ticket et c'est compliqué parce que les prix de l'électricité varient. Il faudrait qu'avant de se charger, on puisse avoir le prix et même avant de se diriger vers telle ou telle borne quand on est sur la route. Hein, pour pouvoir aller là où on veut, plus en France. Un peu comme d'ailleurs il y a sur l'autoroute maintenant avec les annonces de prix des carburants 50 km avant. Voilà. On avait une autre question derrière. Oui, bonjour. Je suis Laurent Bernard, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle EcoJoco, c'est un assistant d'économie d'énergie. Ma question est la suivante. Vous avez parlé avec intérêt de Tesla et des constructeurs allemands qui ont des initiatives sur des bornes de recharge. Qu'en est-il des groupes français, et notamment de PSA? Aujourd'hui, la stratégie du groupe PSA, elle n'est pas vraiment dans le développement de la station de recharge, comme ça a jamais été l'intention du groupe PSA de développer des stations de service des carburants. On est plutôt en fait dans une démarche en fait qui est à travers des partenariats. Il y en a beaucoup qui se créent en fait, donc le réseau Corridor en est un exemple. Donc on est dans une démarche qui est différente de celle de Tesla qui a voulu créer son réseau propriétaire et sans accès. On est plutôt dans des partenariats dans lesquels la plupart des constructeurs participent, il y en a plusieurs. Et c'est des bornes qui du coup sont accessibles à tout le monde. Donc la question, disons, traitée différemment, on s'inscrit dans un environnement dans lequel il y a la participation des différents acteurs, et puis je pense que chacun doit prendre un peu sa place dans son cœur de métier. Mais certains constructeurs, dont des Français, envisagent de participer à la mise en place de bornes dans le résidentiel, pour d'ailleurs les gens qui n'ont pas de parking. Hein, donc en ville, il y a le projet Bienvenue, il est fait il est adapté aux gens qui ont des parkings, c'est que 60%, mais il y a énormément de gens qui n'ont pas de parking. Donc l'idée, c'est ce que fait déjà la ville, il y a plusieurs villes en Europe qui font ça, la ville d'Amsterdam par exemple, installe des bornes au fur et à mesure que les gens achètent des voitures. Donc les gens se signalent, j'ai une voiture électrique et on lui met une borne à côté dans un rayon de moins de 100 mètres autour de son habitation. Voilà. Alors, certains constructeurs sont déjà venus nous voir et puis testent avec des collectivités la possibilité. Je crois qu'il y a la ville de Versailles qui est en train de regarder ce genre de dispositif. Voilà. Bon, après, il y a le problème du financement, évidemment, mais ça pourrait être des solutions. Une autre question? Samar Saab, s'il vous plaît, qu'en est-il des rendements de charge, le chargeur jusqu'au véhicule, et quand on parle de 350 kW, comment pourrait-on assurer le refroidissement des batteries, surtout à l'arrêt? Merci. Oui, il y a deux questions. Donc, le rendement de charge, quand on parle du chargeur embarqué, le rendement d'un chargeur en redressement il est très bon. Hein. On est dans du monde à 94-96%.
je pense que la problématique elle n'est pas vraiment là. La deuxième question est plus intéressante. Les rendements d'une batterie, quand on est dans ces niveaux de puissance, est effectivement beaucoup plus faible. Donc la problématique elle est vraiment posée en fait sur la question de la recharge rapide. Je dirais qu'aujourd'hui, le rendement compte tenu du coût énergétique, c'est pas la partie importante, c'est vraiment le refroidissement qui est difficile. Aujourd'hui, dans la plateforme, on travaille sur une cible à 100 kW, qui sur la technologie de batterie existante amène déjà une exigence de refroidissement importante. Donc c'est des batteries qui sont refroidies à l'eau fraîche, qu'on rafraîchit avec des circuits de climatisation. Donc c'est déjà des solutions qui sont techniquement assez complètes ou assez complexes pour tenir la puissance de 5 kW. Comme la puissance de 350 kW aujourd'hui en prospection, on travaille également sur le long terme, mais je pense qu'aujourd'hui il y a, en tout cas par ma connaissance, des technologies qui permettent de le faire de manière industrialisable dans un court délai. Et au-delà de 150 kW, les bornes, enfin le conducteur là, qui va permettre de charger la batterie devra aussi être refroidi à l'eau. Donc ça va être, il y aura aussi des nécessités, toute la connectique devra être étudiée justement pour supporter des pareilles puissances. Donc aujourd'hui tout ça est évidemment en cours de développement et n'existe pas réellement de façon industrialisée. Avec ce que vous venez de dire, c'est très important parce qu'en plus, sur la batterie, on a un avantage, il y a un effet très massif de la batterie, il y a une certaine inertie thermique, je dirais. En fait, donc on peut jouer un peu avec son inertie thermique, donc elle ne monte pas en température instantanément, vu sa taille et vu sa masse. Donc ça permet de passer des temps de charge fortes pendant une durée courte, et puis ensuite on vient corriger la température. Sur le câble, par exemple, on aura beaucoup plus de mal à jouer sur l'inertie thermique du système. Une question juste devant. Oui, j'ai une question. Et puis la batterie, il y a peut-être aussi un aspect de dimension de la batterie. Plus elle est grosse et plus on peut mettre de la puissance et plus elle est petite. À part ça, ma question porte plus sur le discours de la transparence et de l'information en général. Moi, je travaille plus côté client, disons expérience client en phase de choix et d'achat et d'adoption de la mobilité électrique. Et quand on entend dire que la prochaine 50 kWh de batterie à 400 km d'autonomie, après M. Enedis nous dit 190 Wh par kilomètre, ce qui est effectivement plus réalistique, ça c'est un problème, c'est pas PSA, hein, c'est tout le monde. On continue à dire de voitures qui ont 400 km d'autonomie, lorsqu'elles en font 250, 260, c'est le top du top. Alors je crois que ça, malheureusement, ça aide pas. Parce qu'on va créer dans l'imaginaire, dans la perception, vous n'êtes pas tous des pros, c'est pas des ingénieurs, les gens qui achètent des voitures. Ils vont pas faire leurs petits calculs. Mais quand on leur crée cette idée que l'on a 400 km, ça vaut pour eux aussi, hein, ça vaut pour tous. Ça crée un vrai problème de communication, de transparence et d'information en général. Alors que je pense qu'il serait mieux de dire réellement ce qu'elle fait, mais enfin ça vaut pour la pollution, pour la conso, aussi sur les essences. Après, quand on a 1000 km d'autonomie, on peut dire que c'est 800, 1000, ça ne change pas. Mais dans le cas de l'électrique, où l'autonomie est effectivement vraiment assez limitée par rapport à ce qu'on connaît, là ça fait mal. C'est ce que je pense, et c'est pour ça que je vous posais un peu de manière provocatoire cette question, parce qu'on entend dire 190 Wh par kilomètre, et c'est réalistique, une Tesla arrive facile à 230. Bon, il y a le poids, et puis la vitesse, certainement, comme vous avez dit, c'est le facteur... En fait, votre message il est très important. Il est vrai sur... il a le même type de difficulté sur le véhicule thermique et sur le véhicule électrique. Le premier influence sur la consommation, c'est l'usage. C'est le premier niveau d'influence. Et sur le véhicule électrique, le niveau d'influence est différent de celui du thermique. Un très bon exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, un véhicule à essence consomme bien plus au kilomètre en ville qu'il ne le fait en route nationale. Pourtant, les besoins énergétiques pour se déplacer sont bien plus faibles. Alors qu'un véhicule électrique, il est dans une démarche radicalement différente. Donc, effectivement, la personne qui aura un usage plutôt axé urbain va avoir un niveau de consommation, comme je disais tout à l'heure, qui peut descendre assez bas sur des véhicules optimisés. Parce que les influences sont nombreuses. La masse, la résistance au roulement, la résistance aérodynamique, etc., etc. Donc, un véhicule optimisé, bas, aérodynamique,
léger, peut aller sur des valeurs assez faibles. On peut descendre sur des véhicules vraiment utilisés à 8 ou 10 kWh. Donc, sur le ménage, c'est... Bon, je l'ai fait en kilo. Bon. Donc, on peut descendre à des valeurs qui sont par exemple la moitié de ce qu'on constate aujourd'hui en valeur moyenne. Je parle vraiment des véhicules qui sont optimisés quand on le oriente basse consommation. Sur des usages beaucoup plus polyvalents et donc notamment autoroutiers, on va avoir, je viens souligner aussi des valeurs où on était plutôt à 25 ou 30 kWh au 100 km. Donc c'est bien 50% au-dessus de la moyenne. Donc finalement, ce que chaque utilisateur va constater dépend énormément de son type d'usage. Je parlais également en fait d'un effet 50% sur le chauffage, par temps froid ou en cycle urbain. Donc aujourd'hui, notre démarche, elle est exactement dans ce sens-là. Les effets et les inducteurs techniques sur la consommation réelle sont nombreux et difficiles à appréhender et à comprendre par un expert. Donc globalement, en plus du véhicule, il a des valeurs qui sont mesurées selon une norme, une réglementation, une procédure de mesure. Quelles sont ce qu'elles sont. L'idée, c'est effectivement accompagner le véhicule avec une indication, ou l'utilisateur avec une indication qui est précise, soit par l'autonomie qui est réellement affichée récente sur le véhicule, qui est avec sa précision de calcul très appropriée à son usage, et également avec des projections qui sont du coup déportées aujourd'hui sur les systèmes de navigation ou sur le smartphone, qui tiennent compte et de la température, et du relief, etc. etc. On voit bien que 100 km en montée ou en descente, c'est pas la même chose. Et donc tous ces éléments-là, il faut également les intégrer dans la démarche. Donc ça en fait partie, mais plutôt dans une information directement reliée à l'utilisateur, en tenant compte de sa façon de conduire et de son usage. Une question tout au fond. Oui, bonjour. Patrice Cotet, Centrale Énergie. Déjà, juste un petit témoignage. Chez moi, j'ai transformé ma prise de grand-mère en prise Green Up par une petite manip qui m'a rien coûté du tout. Deuxièmement, quand on est en voiture normale et qu'on est en panne d'essence, on peut toujours aller prendre un jerrycan et venir se dépanner. En voiture électrique, quand on est en panne. Voilà. Et donc, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que les constructeurs n'ont pas prévu une petite batterie annexe qui permettrait de faire au minimum 10 km, qu'on aille chercher chez soi, qu'on puisse faire du stop, aller chercher, etc. Je sais qu'à une époque, Renault avait prévu dans ses modèles d'avoir en fait des batteries interchangeables. C'est-à-dire on arrive à la station de service, on change de batterie. Directement, ça prendrait 3 minutes. Et ces systèmes-là ont tous été abandonnés. Moi, j'ai un appareil photo, je change ma batterie en instantané. Ma lampe électrique, je change ma batterie en instantané. Et dans les voitures, il n'y a pas du tout ça. Et c'est vraiment très dommage. Avec la possibilité de décharger la batterie sur le réseau, on pourra aussi décharger la voiture dans une autre voiture électrique. Donc c'est ce qu'on appelle le vehicle to vehicle. Donc ça permettra de résoudre la question que vous posez. Bon, sinon, pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais je pense que très rapidement, ça pourra se faire. Et c'est le parti pris, par exemple, de Cityscoot ou de services comme ça, où justement les batteries étant plus petites, elles peuvent être interchangées entre les véhicules. C'est pas le véhicule qu'on charge, c'est la batterie qu'on enlève et qu'on change. Effectivement, on remarque que donc, le développement de composants, il part dans ce sens-là. Le chargeur, la première génération de chargeurs qui sont aujourd'hui, ils vont dans un seul sens. On parle des chargeurs réversibles, de pouvoir aller alimenter le réseau avec des chargeurs réversibles, et effectivement, de faire du véhicule to véhicule. Donc un chargeur fonctionne pour créer de l'alternative, et puis le deuxième chargeur reprend cette alternative et refait du continu dans notre véhicule. Donc, je dirais, c'est en cours, ça fait partie en fait de l'ensemble des développements qui vont avec cette mise en place de cet environnement des véhicules électriques. Oui, alors je reviens sur, justement, je voulais parler de... Il y a quelqu'un d'autre qui... Non, allez-y. Oui, je voulais parler justement de la pompe à chaleur dont vous avez parlé pour diminuer l'énergie nécessaire à la voiture. Est-ce qu'il y a déjà des essais qui ont été faits? Quel est l'encombrement de ça dans une voiture? Est-ce que ça a déjà été expérimenté? Oui, bien sûr. Et il y a des solutions d'ailleurs qui existent aujourd'hui. Une pompe à chaleur n'est rien d'autre qu'un système de climatisation à l'envers. Il faut le garder en tête. Donc, le système d'encombrement, il est important puisque c'est un système qui est un peu éparpillé partout sous capot, avec des tuyaux, des échangeurs, etc. Mais l'ajout de composants n'est pas très important par rapport à la climatisation qu'on a déjà dans le véhicule. Il y en a quelques-uns évidemment, mais je dirais que ce n'est pas le point critique. Aujourd'hui, notre point principal de travail,
a été sur l'élargissement de la plage de température de fonctionnement. L'une des plus grosses difficultés des pompes à chaleur, que ce soit même dans les applications domestiques, c'est que dès que la température descend en dessous de zéro, de temps en temps moins de 5 degrés, on commence à perdre énormément en efficacité, voire on la perd radicalement. Donc c'est comme un petit peu dommage que c'est là où on en a le plus besoin, où ça fonctionne le moins. Donc notre travail a été principalement orienté là-dessus. L'intégration est un challenge, donc il est réacquis. Et le deuxième challenge qui était difficile, c'était d'élargir la plage de température pour qu'on puisse en profiter également sur des températures fortement négatives. Donc vous y êtes arrivé? On est dans les phases de validation de la plateforme. La plateforme est lancée en 2019, donc les phases de validation sont presque terminées. On est dans la phase d'industrialisation. D'accord. Bonsoir, Thibaut Janvier, ILE Consulting. Vous avez parlé, Monsieur Bonnard, tout à l'heure un peu en creux finalement de la question de transparence. Il y a une question qui commence à se poser pas mal sur la question de l'itinérance en électricité, le roaming en électricité pour la recharge. Par exemple, si, admettons, j'ai une offre verte et je veux savoir que la recharge de mon véhicule électrique va se faire avec des électrons entre guillemets verts, quels sont aujourd'hui les obstacles technologiques qui permettraient, qui justement restent à lever pour pouvoir permettre la mise en place d'offres de roaming d'électricité qui permettraient aux consommateurs de garantir l'utilisation de finalement rattachement à leur contrat de fourniture d'électricité? Ça nécessite la mise en place d'un système informatique avec, qui est très, pour l'instant, on n'a pas évalué complètement le coût pour nous, nos réseaux, puisqu'on sera obligé de faire également la reconstitution des flux, etc., avec les responsables d'équilibre. Et donc, un développement informatique qui sera d'un coût bien supérieur à l'intérêt que, pour l'instant, aux bénéfices apportés aux utilisateurs. On a déjà, nous, récemment, fait des développements à la demande de notre régulateur pour faire face à des demandes, alors c'est pas dans la mobilité électrique, mais on a dépensé quelquefois plusieurs millions d'euros pour 2 ou 3 demandes de clients. Et donc c'est le genre de choses qu'on ne veut pas rééditer. Donc ça sera toujours possible, hein, mais ça peut. On pense que ça se chiffre en dizaines de millions. Et le bénéfice est relativement faible puisque vous déplacez par rapport aux offres des fournisseurs d'électricité, représente un tiers du prix, et au niveau des écarts, c'est très faible, c'est quelques centimes. Il y a un bénéfice qui est faible pour l'instant. On considère que ce n'est pas la priorité. Il y a d'autres priorités à mettre en place aujourd'hui. Ouais, pour rebondir, moi tous les clients ne me demandent pas de choisir leur contrat tarifaire, ils sont déjà tellement perdus sur les bornes, les puissances, que rajouter la couche en plus du fournisseur, moi ça me paraît utopique aujourd'hui. En revanche, le roaming de l'opérateur, moi j'en suis un par exemple, c'est peut-être plus important parce que si la qualité de service de l'opérateur n'est plus là, il faut pouvoir changer d'opérateur sans changer de matériel qui a été installé. Et je pense que moi c'est plutôt les réflexions qu'on me fait en fait, et la demande ira peut-être, la transformation ira peut-être plus sur le roaming de l'opérateur que le roaming du fournisseur. Oui, bonjour. Une question. J'ai été assez étonné de la conclusion en disant la dimension, si on peut dire, c'est plutôt le modèle de voiture moyenne, alors qu'aujourd'hui, étant donné qu'on ne peut pas aller vraiment au-delà de 200-250 km, on pourrait penser que la pertinence de la voiture électrique est plutôt dans les petites voitures, c'est-à-dire dans ce que l'on dit, entre guillemets, la deuxième voiture, et la voiture pourrait travailler à dimension réduite. Parce que si on continue à développer ces modèles moyens pour aller travailler, on voit comment ça se passe. Et vous avez qu'à voir. Moi, j'étais chez moi hier, mais c'est ce qui s'est passé hier, quoi. Donc, si on reste sur le même modèle, et ce que je suis étonné dans ce développement de la voiture électrique, c'est qu'on reste sur le même modèle de la voiture. Est-ce qu'on n'est pas capable
d'inventer un autre concept de voiture. Renault a essayé avec sa Twizy, mais il y a probablement... Non mais, je suis quand même très... Et surtout, ce qui m'étonne le plus, c'est de vouloir... Alors, oublions Tesla, c'est de la pub qui va se terminer un jour. Enfin, si vous voulez, c'est comme le Bitcoin, c'est du même ordre. Ah oui, vous allez voir. Bon. Mais dans la voiture, c'est quelque chose de matériel. Et donc, pourquoi avoir ce segment qui n'est pas forcément... Oui, dans les voitures thermiques, on comprend. Mais dans la voiture électrique, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. La démarche a plusieurs points de vue différents. Et il y en a un qui est... Le modèle du véhicule électrique spécifiquement dédié à l'utilisation urbaine impose ou imposerait pour beaucoup d'utilisateurs en fait d'avoir plusieurs véhicules. Et donc toutes ces démarches-là et des transitions énergétiques, ce n'est pas de simplement remplacer les trajets quotidiens et puis garder une voiture à essence pour partir en week-end ou pour partir en vacances, c'est de réussir à avoir une technologie qui permet de remplacer totalement, de faire une vraie transition énergétique. En tout cas, c'est comme ça qu'on la voit et qu'elle est gérée, demandée et voulue, qu'on arrive à faire une transition totale. Donc, elle est décidée en tout cas. Elle est décidée. Donc aujourd'hui, ce qui se développe, en fait, c'est plutôt essayer de faire que ce véhicule électrique puisse répondre à l'ensemble des besoins pour que l'ensemble des consommateurs, l'ensemble des utilisateurs du véhicule puissent basculer totalement sur le véhicule électrique, puisque forcément, le véhicule qui n'a que 50 km d'autonomie, pour les gens qui ont besoin de faire une sortie au week-end à 150 ou 200 km, ne vont jamais le faire avec ce type de véhicule. Et disons que même sur le véhicule à essence, la norme, ce n'est pas d'avoir plusieurs véhicules dans tous les foyers. Il y a quelques foyers qui ont plusieurs véhicules, mais pas tous. Moi, je voulais dire, Enedis a, parmi sa flotte de véhicules, nous avons 1700 voitures électriques aujourd'hui en circulation. Et sur ces 1700, il y a une majorité de Kangoo, puisque ça permet à nos techniciens d'intervention d'intervenir sur le terrain. Et nous avons 40 Smart. Bon voilà, Smart c'est une petite voiture, donc 40 Smart électriques. Et la Zoé, je pense que c'est pas une très grosse voiture, donc pour répondre à votre question, il n'y a pas que des hauts de gamme. Voilà. Et puis on a 4 Twizy. Oui, alors pour vous répondre, on étant allé plusieurs fois à Oslo, ils ont trouvé des moyens simples, non coûteux en fait, c'est le car sharing, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le couloir de bus quand vous avez un véhicule électrique, vous gagnez du temps et vous êtes obligé de partager votre voiture à 2 personnes. Comme aux États-Unis, c'est pareil, carpooling, pardon, carpooling. Et c'est le même, donc ça c'est ce qui a fait le succès du véhicule électrique en Norvège, parce que c'est pas que le prix, la TVA qu'on payait pas par rapport à le même véhicule à moteur thermique, c'est que l'usage était différent. En France on n'est pas allé sur ce chemin-là, mais ça pourrait être un chemin assez facile en fait. Bon, peut-être qu'on va interdire certaines routes au roulage pour les véhicules à moteur thermique, on le voit déjà avec les vignettes qu'on a mis en place l'année dernière. Bon, pour l'instant, ça se met gentiment en place, mais en tout cas, pour les pays du Nord, peut-être un peu plus civilisés, en fait, ils respectent bien ça, et quand vous avez un véhicule électrique, vous pouvez aller plus vite et doubler les autres avec les voies de bus. Oui, bonjour, Thomas Bell de PwC. Donc j'ai 2 questions un peu différentes. La première, c'est par rapport aux technologies que vous utilisez. Est-ce que vous envisagez d'avoir des smart contracts avec la technologie blockchain, par exemple? Vous avez pas de peer-to-peer tout à l'heure, mais très rapidement. La deuxième question, c'est n'y a-t-il pas de risque de monopoles locaux avec des technologies développées récemment? Et du coup, quel est l'œil de la CRE par rapport à ce sujet-là en termes de tarification de l'énergie? Sur l'utilisation de blockchain, on a fait une expérimentation là, avec une filiale du groupe EDF, qui s'appelle Sodetrel, d'une voiture qui est allée d'Oslo à Rome en utilisant le blockchain pour se recharger. Et ça a fonctionné. Bon, alors, ne me demandez pas quel était le détail de la technologie, enfin le détail pratique, mais bon, il y a des articles dans la presse, là, ça s'est passé la semaine dernière.
Sur la creux, j'ai pas très bien compris votre question. Sur quoi? Sur la creux, là, votre question à propos de la creux. C'est par rapport, si vous voulez, à la tarification en général. Est-ce qu'il y a une volonté d'uniformisation, c'est-à-dire d'avoir à la fin une sorte de timbre de poste, tarification tarifaire par rapport à la recharge électrique? Alors, la recharge de véhicule électrique, c'est une prestation. Donc, c'est pas une vente d'électricité. Donc, bon, il y a évidemment dans la recharge, enfin dans la prestation, il y a un contenu en électricité, mais pas seulement, puisqu'il y a de l'amortissement, il y a un tas de choses hein, qui sont, il y a du service, voilà. Donc ça sera jamais, ça ne peut pas être la CRE qui fixe les tarifs de recharge de véhicules électriques. Une avant-dernière question. Oui, moi j'aurais deux points à aborder, un peu pour aller dans le sens tout à l'heure. Je pense que pour la mobilité électrique au sens large, il faut aller dans la polyvalence pour tous les moyens de transport, mobilité, depuis le vélo électrique jusqu'au scooter électrique qui se développe, la moto électrique, etc. J'étais en Chine assez récemment et les Chinois ont vraiment la volonté, je pense, d'un air très pragmatique, de développer dans les immeubles de salles collectives des moyens de recharge et de moyens de mobilité simples. Voilà, donc c'est une première réflexion. Et de fait, c'est lié les bornes de recharge. On a dit qu'il y avait 10% des bornes de recharge sur la voie publique. Il faut que ces moyens soient ouverts à tous les types de type de moyens de mobilité, et pas seulement aux véhicules électriques 4 roues. Voilà. Ma deuxième intervention, c'est... alors, le véhicule électrique, j'ai vu effectivement récemment, grâce à Internet, où il commence à y avoir la puissance avec les smartphones, etc., des applications qui permettent entre usagers de s'échanger de l'énergie. Là, il y a un potentiel énorme vis-à-vis même en secours, comme on l'a vu en cas de panne. Je veux dire, ma question, c'est aussi, il faut pour un usager, à un moment donné, qu'il puisse avoir une visibilité de l'ensemble des bornes de recharge dans sa région accessible, donc des applications qui se développent. À ce jour, quelle serait l'application web la plus performante qui lui donne une cartographie de toutes les bornes de recharge publiques, alors peut-être pas les appartements privés, mais voilà. Ça existe, c'est ChargeMap par exemple. Il y a Renault qui a développé quelque chose. Vous avez ça sur dans votre voiture. Donc c'est l'application actuelle là, oui, je pense que ça va encore plus se développer. Et bon, les opérateurs de bornes avec Girev, etc., dont on a parlé tout à l'heure, vont enregistrer les bornes et vous allez pouvoir même, peut-être réserver votre borne, ce que peut faire Tesla aujourd'hui, parce qu'il est propriétaire de son réseau, mais je pense qu'à l'avenir, vous pourrez aller à une station qui sera disponible et la réserver à l'avance. Ce que fait Autolib, d'ailleurs. Vous voyez, Autolib, c'est un peu différent. Question tout au fond, je pense la dernière pour ce soir. Alors, c'est Chris Serge de Clean Horizon. Clean Horizon est une entreprise de conseil qui accompagne des investisseurs pour l'intégration de solutions de stockage sur les réseaux. Alors, vous avez dit dans la première présentation que à l'horizon 2025, il y aurait au niveau d'évolution du marché une part de 10% concernant les véhicules électriques. Et je sais qu'il y a une étude préliminaire de la CRE et vous en avez fait référence de façon un peu différente qui montre que la puissance, le profil de puissance à moindre consommation sur la journée va augmenter de façon un peu plus significative avec l'intégration, l'apport de l'évolution de ces nombres importants de véhicules électriques. Ma question, c'est que je sais que Enedis réfléchissait un peu sur différents moyens pour essayer de proposer des services en intégrant des quantités conséquentes de stockage sur le réseau. Est-ce que cette réglementation-là a évolué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prêt? Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de tangible? Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Pour soutenir un peu le peak shaving de cette problématique-là. Oui. S'il y a du stockage, ça ne sera pas Enedis qui le fera, parce qu'aujourd'hui, Enedis, comme RTE d'ailleurs, n'a pas le droit de faire
de mettre en place du stockage sur le réseau, puisque c'est considéré à ce jour comme une activité concurrentielle. Alors, la législation pourrait évoluer, mais voilà. En revanche, il y a des constructeurs de bornes qui proposent de mettre du stockage, enfin d'intégrer du stockage dans la borne. Alors moi j'en ai discuté avec justement des filiales du groupe, et à ce jour c'est absolument pas rentable, hein. Même avec des batteries de seconde vie qui a priori sont gratuites, hein. Pour l'instant il n'y a pas de rentabilité à stocker sur une borne, par exemple, avoir du renouvelable qu'on chargerait sur la batterie et qui permettrait de décréter finalement la charge à partir de la borne. Voilà. Mais bon. C'est pourtant l'intérêt d'Enedis de favoriser le stockage. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je ne dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais on n'a pas le droit de le faire. Donc, ouais. C'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de favoriser le stockage pour éviter d'avoir à augmenter et accroître vos réseaux. Enfin, ERTE n'a pas le droit de le faire, mais fait quand même un stockage virtuel. Il a inventé son stockage virtuel, enfin, quand même un stockage. Bon, donc, je dis, Enedis, voilà, si on veut que le véhicule électrique véritablement se développe, et la recharge rapide semble, d'une certaine manière, d'en avoir une certaine quantité, le recharge rapide ne se développera que si le réseau est capable de la fournir. Et pour qu'il soit capable de la fournir, ne faut-il pas le stocker? Aujourd'hui, c'est pas rentable, mais... Non, mais on envisage de participer à des démonstrateurs, justement, avec des partenaires qui feraient du stockage. Je parlais juste du stockage au niveau d'une station, hein, d'une borne, quoi. Voilà. Bon, ça c'est parce que c'est sans doute peut-être dû à la taille, etc. Alors, des stockages de plus grosse capacité, peut-être. Je vous propose qu'on continue les échanges à l'étage. On va finir pour ce soir. Je vous remercie en tout cas tous les trois pour votre intervention. Je crois que Guy, vous aviez...